j'étais très content de pouvoir être déployé avec nos hommes là-bas. Parce que ce qu'on a en face, c'est vraiment des gens qui ont une vision extrêmement barbare du monde et une idéologie qui est mortifère. Ça, c'est important de le souligner. On n'a pas des enfants de cœur en face de nous. Donc ça me rend d'autant plus fier de pouvoir régler leurs comptes à ces gens-là. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast de Tendance Ouest, des bouquins dans les poches. Nous changeons totalement d'univers cette semaine avec le livre de Louis Saillant. Le lieutenant de vaisseau Louis Saillant est entré dans les commandos marines en 2011. Ancien chef de groupe au sein des forces spéciales, engagé dans des opérations extérieures. Il a notamment servi au Sahel et au Moyen-Orient pendant 10 ans. Ce soldat d'élite a participé à des opérations visant à libérer des otages ou neutraliser des terroristes. Et à 34 ans, il signe un récit vraiment passionnant, captivant et percutant, Chef de guerre chez Mareuil Éditions, le témoignage d'un homme de terrain extrêmement rare, extrêmement précieux sur des missions sensibles et à haut risque qui sont menées dans le Sahel depuis 8 ans contre les terroristes islamistes. Louis Saillant, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, en général, les membres des unités d'élite, comme les commandos marines, attendent l'âge de la retraite pour commencer à parler un peu. Et encore, un homme de l'ombre qui écrit, c'est précieux pour nous, journalistes, pour le public, mais c'est rare. Pourquoi vous l'avez fait ? Alors moi, c'est un devoir de mémoire que j'ai exercé dans ma famille, puisque j'ai fait des recherches pas généalogiques, mais d'archives sur les choses qu'avait fait mon grand-père, qui avait servi un petit peu dans l'armée au début de sa vie. Et donc, j'ai pas pu retrouver la trace de son engagement dans les armées. Et donc, mon épouse m'a poussé à moi laisser une trace écrite pour nos enfants. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que c'est devenu un récit et un livre. C'est un récit qui est passionnant, Louis Saillant. Cependant, en général, l'armée française ou le pouvoir politique apprécie que moyennement ce genre de récit, d'autant plus lorsqu'il concerne des opérations très récentes. Vous n'avez pas été inquiété à la suite de ce livre ? Oui, j'étais un petit peu questionné. Il y a eu quelques échanges avec les différents états-majors, mais les gens ont été très bienveillants. Même si effectivement c'était un petit peu inconfortable pour eux d'avoir un livre qui ne cautionne pas du tout pour le coup. Dans ce livre, Louis Saillant, vous désignez clairement l'ennemi, vous racontez ses défaites aussi. Est-ce que vous craignez pas pour votre sécurité ? Pas pour l'instant, non. Et puis c'est aussi un choix que je fais en toute conscience, le choix de m'exposer. Mais quelque part, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc je pourrais très bien entamer une deuxième vie en toute discrétion, mais je trouve ça dommage de ne pas prendre la parole après toutes les choses que j'ai pu faire et de manquer de témoigner de tout cela. Mais bien sûr, ça engage un risque, mais si vous voulez, si on ne prend pas de risque, il y a un moment où on ne fera rien, quoi. Votre témoignage est très fort, Louis Saillant. Dans Chef de guerre, vous racontez la guerre à balles réelles, celle où l'on tue des hommes à 5000 km de Paris. Ça nous fait prendre conscience de cela. C'est une guerre étrange, c'est une guerre longue, engagée, je le disais tout à l'heure, depuis 8 ans au Sahel avec l'opération Barkhane. Comment avez-vous vécu cette guerre-là ? Moi, je l'ai vécu particulièrement bien. Je suis particulièrement fier du travail que l'on a fait et qu'on continue de faire dans ces pays-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très heureux. J'étais très content de pouvoir être déployé avec nos hommes là-bas. Parce que ce qu'on a en face, c'est vraiment des gens qui ont une vision extrêmement barbare du monde et une idéologie qui est mortifère. Ça, c'est important de le souligner. On n'a pas des enfants de cœur en face de nous. Donc ça me rend d'autant plus fier de pouvoir régler leurs comptes à ces gens-là. Malgré la sélection drastique du départ, Louis Saillant, le niveau d'entraînement et de préparation des soldats d'élite, que vous racontez très bien d'ailleurs, l'expérience du feu et du combat réel, c'est une expérience unique où l'on côtoie la mort de tout près. Comment on surmonte cette peur naturelle qui, j'imagine, intervient malgré la préparation ? Déjà, la préparation, c'est ce qui va nous conditionner. C'est comme pour un match de rugby,
on se dit qu'on va peut-être perdre, mais on y va quand même, parce qu'on va très probablement gagner. Et donc, on va surtout s'appuyer sur tout ce qu'on a appris en entraînement et toutes les formations qu'on a fait, toute la préparation individuelle qu'on a fait pour le match. Donc là, c'est un peu la même chose. On s'appuie là-dessus et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des espèces de logiciels tactiques qui se mettent en place et qui prennent toute la place dans notre esprit lors des combats. Et donc, ça nous évite d'avoir des émotions parasites, de faire place à du sentimentalisme, ce qui peut arriver en deuxième lieu après qu'il y ait eu les combats en réflexion. Mais sur le coup, on est surtout concentré à survivre et réduire la menace. Le combattant que vous étiez avait besoin de justifier ou de légitimer ses actions lorsqu'il était en opération, ou bien dans des contextes tels que celui-ci, on se contente d'obéir aux ordres? Vous savez, quand vous courez après des djihadistes qui manipulent les populations, qui jettent les homosexuels du haut des immeubles et qui exécutent les femmes dans les villages, en fait, les choses sont assez claires et assez simples. Hein. C'est contre ce genre de personnes que nous allons au combat. Donc, si vous voulez, c'est assez facile à justifier. Podcast by Tendance Ouest. À travers votre témoignage se dégage une forme d'autonomie des groupes des forces spéciales pour mener à bien une opération. On voit beaucoup d'adaptation, de réactivité, des unités d'élite légères, surarmées, hyper entraînées. On peut dire que c'est la forme que prennent les guerres au XXIe siècle. On est très loin de grandes guerres que l'on a tous en mémoire, avec énormément de troupes. Là, ce sont des petites unités légères, particulièrement efficaces. Alors, je pense que le format précis, effectivement, est une nouveauté, mais pour autant, l'idée de ces espèces de grenadiers voltigeurs, de ces groupes de voltigeurs, c'est quelque chose qui est vu comme le monde. On l'a vu on le voit dans toute la littérature guerrière depuis toujours, que ce soit les Cosaques avec leurs unités de cavalerie légère, ou encore les groupes de commandos chasseurs de l'Algérie que l'on déposait en haut de l'Adrar des Ifoghas. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Néanmoins, on l'a adapté au 21e en y ajoutant effectivement tout ce qu'on avait de nouvelles technologies. Ce que vous décrivez dans votre livre, Louis Saillant, c'est l'une des formes de la lutte contre le terrorisme. On connaît mieux, évidemment, la lutte en France avec Vigipirate, etc. On connaissait moins cette forme-là parce que je crois que vous êtes l'un des seuls aujourd'hui à l'avoir raconté, ou en tout cas avec autant de précision. Pourquoi la guerre contre le terrorisme au Sahel s'enlise autant? Quand vous menez une action, quand vous montez une mission, quand vous concevez une mission en commando, vous avez un cadre espace-temps à respecter. C'est-à-dire que le chef vous a désigné la mission et vous devez lui proposer un délai et vous devez lui proposer une action qui est limitée géographiquement. Et donc ça, ce sont deux éléments qui sont inévitables si vous voulez mener la mission à bien. Parce que si je dis par exemple, votre mission c'est de reconnaître un bâtiment, si je dis je reconnais le bâtiment mais je ne lui dis pas quand, en fait on est un peu perdu dans la mission. Si je dis il faut reconnaître pour minuit quelque chose dans un espace qui n'est pas défini, on risque d'y être très longtemps. Et donc je pense que ça c'est un petit peu la vision qu'on doit avoir et qui manque aujourd'hui cruellement dans nos conflits, puisque nos conflits, toute la partie militaire est faite, elle est là, elle est bien faite, on a des savoir-faire qui sont exceptionnels et qui sont mis en œuvre dans ces conflits, mais on n'a pas de vision long terme, qui échappe un petit peu aux militaires, malheureusement, et qui nous permet de savoir où on va. Globalement, quelle est la grande idée derrière ce conflit-là. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui pêche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision long terme. Donc il est normal que quand on n'a pas de vision, c'est la même chose pour une entreprise. Vous montez une entreprise, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas d'objectif dans 2 ans, vous n'avez pas d'objectif dans 3 ans, dans 10 ans, il y a de fortes chances qu'en fait votre entreprise est périclite rapidement. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison que les sentiments de la population des pays dans lesquels intervient l'armée française aujourd'hui se dégradent un peu vis-à-vis de l'armée française, qui était beaucoup aimée, appréciée dans ces pays du Sahel, et qui peut-être aujourd'hui sont regardés d'un autre œil? Moi, j'aimerais d'abord qu'on me dise sur quelle base on s'appuie pour dire ça. C'est-à-dire que sur quoi on s'appuie pour dire que les populations là-bas ont une vision qui se dégrade de l'armée française. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas physiquement, les gens sont encore extrêmement reconnaissants que vous fassiez la chasse aux djihadistes, que vous fassiez la guerre de la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire avec énormément de respect et de mensuétude pour les populations locales. Donc en fait, moi, ces allégations-là, je veux bien les entendre, encore faut-elle qu'elles soient justifiées. C'est-à-dire que moi, je crains aujourd'hui que l'on essaie de manipuler les informations pour expliquer à quel point les armées françaises ne sont pas les bienvenues là-bas. Je pense que la situation n'est pas aussi simple que ça. Enfin, je peux néanmoins comprendre qu'il y ait un sentiment effectivement un peu partagé par rapport à la longueur du conflit. Ça, je l'entends parfaitement. Mais ça revient à la réponse que je vous ai donnée précédemment du fait qu'on manque de vision. Parce que quand on a une vision, on a une vision qui inclut tous les paramètres, à savoir la vie avec les locaux, l'entente avec les gouvernements locaux, la coopération avec eux, même si on le fait au travers du G5 Sahel. Mais le problème, c'est que on a monté le G5 Sahel, mais est-ce qu'on a une vraie vision derrière? Est-ce qu'on sait où on va? Ça, j'ai pas l'impression que ça transparaisse. Mais ce n'est que mon avis. Qu'est-ce qui empêche d'avoir cette vision à long terme? Pour moi, c'est assez simple. Les gens qui doivent avoir cette vision-là, est-ce qu'ils ont une vision par ailleurs pour les autres projets qu'ils montent autour d'eux? S'il s'agit par exemple, alors je vais désigner personne, mais quand vous avez une vision d'ensemble, vous avez une vision non seulement pour la guerre que vous menez, mais aussi pour vous avez une vision économique, vous avez une vision pour l'éducation, vous avez des grandes visions pour toutes les choses. Quand vous regardez les Chinois, c'est exactement le cas. Les Chinois, ils ont une vision peut-être un peu hégémonique, effectivement, mais ils savent où ils vont. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une planification sur le très long terme. Et dans tous les aspects, c'est-à-dire que ce soit culturel, que ce soit éducatif, social, etc., ils savent où ils vont. Nous, on n'a pas du tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on navigue à vue dans absolument tous les domaines, pas tous les domaines, mais les domaines qui concernent les guerres au Sahel. Mais si on ne les a pas par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on les aurait au Sahel? Si on ne les a pas dans les deux autres domaines, comment est-ce qu'on pourrait les avoir dans le Sahel? C'est un petit peu la question que je me pose. On manque d'ambition pour vous? En tout cas, si vous avez l'ambition, suggère que vous avez une idée profonde et lointaine. Qui vous fait poser le regard sur l'horizon. Si on n'a pas ce regard sur l'horizon, je ne vois pas comment on peut avoir une ambition. Pour le soldat que vous êtes encore pour quelque temps, c'est frustrant que de faire des opérations aussi difficiles que les vôtres, d'aller jusqu'au sacrifice de vos vies, et certains de vos camarades sont tombés au front au Sahel. C'est une frustration que de voir que d'une certaine manière ça ne suit pas derrière et qu'il n'y a pas ce projet plus global, plus long terme. Je pense que c'est une vraie interrogation pour beaucoup, en tout cas. Ça c'est certain. Maintenant, on reste loyal et on reste fidèle à sa patrie. Donc ça c'est inaltérable. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une certaine esprit critique par rapport à ce qu'on nous demande de faire sur le long terme. Il se peut que certaines choses nous échappent à un certain moment, mais lorsque cela dure dans le temps, je pense qu'il est légitime de commencer à se poser des questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde je vois bien qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Je ne suis pas le seul. Podcast by Tendance Ouest.
Vous louez à travers votre livre les valeurs que vous avez trouvées et vécues au sein des commandos marines. Je pense comme ça spontanément au courage, la fraternité poussée à l'extrême, la parole donnée, le sens de l'honneur. Et pourtant, vous quittez l'armée, Louis Saillant. Pour quelle raison ? Écoutez, moi je quitte l'armée parce que je pense que en fait, j'aimerais diffuser certaines idées qui commencent à déserter notre société aujourd'hui, si elles n'ont pas déserté certains pans entièrement, que l'on retrouve encore dans les armées. Typiquement, les exemples que vous donnez, c'est des gens qui ont déserté la société. L'armée est un sanctuaire pour certaines valeurs. Quand vous parlez de fraternité, d'honneur, dans la marine, on a 4 mots qui sont plaqués sur tous les bâtiments de guerre de la marine nationale, qui sont honneur, valeur, patrie, discipline. Je ne suis pas sûr qu'on puisse plaquer ces 4 mots dans tous les bâtiments publics de France sans que cela génère une certaine gêne, au mieux. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui m'embête, et c'est la raison pour laquelle je quitte les armées pour rentrer dans un combat dans la société civile. C'est quoi ce combat, ou ce sera quoi, Louis Saillant ? Je suis pas sûr qu'on ait le temps de développer ça aujourd'hui, mais ça va prendre plusieurs aspects. Un des premiers aspects, c'est d'essayer de parler aux jeunes. Donc ce qu'on a commencé, à parler un petit peu dans les lycées et les collèges, à faire des petites conférences. Maintenant, ça ne suffit clairement pas. Alors les dispositions sanitaires actuelles nous limitent dans beaucoup d'agissements. Donc on reste patient pour l'instant et on attend, mais on continue à se préparer à la suite. Comment on arrête d'être dans une forme d'action ? J'imagine que l'action que vous viviez au sein des commandos marines vous portait, enfin vous habitez chaque jour, et que c'est pas simple que d'arrêter d'être au cœur de l'action. Ah oui, c'est vraiment une décision que j'ai prise le cœur lourd, de quitter ces unités-là. C'est extrêmement difficile à vivre puisque c'est un très grand changement de vie. Maintenant, j'ai appris certaines valeurs, la poursuite de l'intérêt commun, du bon sens, de l'intérêt supérieur de la patrie. Depuis tout le temps que j'ai vécu dans l'armée, et je ne vois pas pourquoi je quitterai ces valeurs-là sous prétexte que je quitte l'armée. Donc c'est des valeurs qui vont continuer à habiter et à irriguer toute ma vie. Est-ce qu'elle peut être gagnée, cette guerre contre l'islam radical, Louis Saillant ? Contre l'islam radical, oui, bien sûr. Cette guerre peut absolument être gagnée. Je pense qu'il y a plusieurs étapes assez simples à respecter, mais la première, c'est déjà de définir l'ennemi. Je ne suis pas sûr que aujourd'hui, on ait la capacité à définir l'ennemi correctement, ou tout du moins qu'on ait la volonté ou suffisamment de vision ou de profondeur de réflexion pour savoir exactement qui est l'ennemi dans l'islam, par exemple. Ça, c'est déjà une première question, puisque l'islam n'est pas une religion, c'est une myriade de religions. Et donc, du coup, déjà, ne serait-ce que désigner les religions dans l'islam qui posent problème, ce serait déjà un énorme pas en avant, parce qu'on commencerait à affiner notre vision de l'ennemi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Merci beaucoup, Louis Saillant, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. J'invite vraiment nos auditeurs à découvrir ce récit unique, Chef de guerre, chez Mareuil Éditions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.